de voyance, mais ce sont des gens, c'est quelqu'un qui délire, c'est quelqu'un qui croit à quelque chose qui, en fait, la chose n'est pas vraie. Donc, c'est une croyance irréductible et inébranlable à une conception fausse de la réalité. Ce que la personne dit et ce que la personne croit n'est pas vrai, mais elle-même, elle croit que c'est vrai. Donc, quand on est dans cette situation, on délire. Parlons un peu des troubles de la perception. Pour comprendre les troubles de la perception, il faut comprendre le terme de perception. Et la perception, c'est quoi? C'est le processus mental qui nous permet de rentrer en contact avec le monde extérieur. Et on rentre en contact avec le monde extérieur avec nos organes des sens. Donc, dès qu'il y a une anomalie, du moins mentale, pour entrer en contact avec le monde extérieur, on représente des troubles de la perception. Et ces troubles de la perception se traduisent particulièrement par des illusions et des hallucinations. Il faut dire que dans la psychose maniaco-dépressive, les troubles perceptuels ne sont pas aussi profonds, ne sont pas aussi intenses que les troubles perceptuels qu'on retrouve dans la schizophrénie, par exemple, où les troubles perceptuels sont très forts, où la personne vraiment est dans son monde. Les troubles perceptuels de la psychose maniaco-dépressive sont un petit peu... Il y a des troubles de la perception, mais un peu qui viennent et qui s'en vont, qui font pratiquement un va-et-vient, parce qu'il y a des lueurs de lucidité chez celui ou chez celle qui souffre de troubles psychose maniaco-dépressifs. On va en parler. Alors, pour les hallucinations, j'avais omis de vous donner quand même quelques exemples de troubles de la perception hallucinatoire, différents de troubles de la perception illusoire. Pour les hallucinations, c'est encore plus grave. C'est quand l'individu a une perception fausse de la réalité. Donc, il n'y a ni objet, il n'y a ni image, et la personne vous dit, par exemple, qu'elle voit, ou bien qu'elle entend, ou bien qu'elle sent des choses, mais ce qu'elle voit, c'est elle seulement qui voit, ce qu'elle entend, c'est elle seulement qui entend, ce qu'elle sent sur son corps, il n'y a rien sur son corps, elle dit qu'elle sent une sensation, des choses comme ça. Donc, sur tous les organes des sens. Et les illusions, c'est pareil. Mais dans les illusions, au moins, il y a la présence d'un objet ou bien d'une image, mais sauf que l'objet ou l'image est inversé. J'avais voulu faire cette remarque pour les hallucinations et les illusions. La psychose maniaco-dépressive, ces jours-ci, on se rend compte que pas mal de gens, dans le langage, disent qu'ils ont des troubles bipolaires, qu'on a un bipolar disorder, comme disent les anglo-saxons. Mais les gens disent ça, mais sans savoir vraiment de quoi il s'agit. Mais en fait, la psychose maniaco-dépressive est un trouble bipolaire. C'est-à-dire c'est une pathologie à deux pôles. Il y a un pôle d'élévation et un pôle d'effondrement, un pôle de diminution, si on pourrait dire, si on peut s'exprimer ainsi. Donc, les deux pôles dont il s'agit sont le pôle maniaque et le pôle dépressif. C'est une même pathologie, et c'est ce que Kraepelin avait expliqué quand il avait parlé de cette entité. Parce que c'est lui qui avait expliqué que c'est l'humeur qui tourne, mais ce n'est pas deux pathologies différentes, parce qu'on aurait pu penser que quand quelqu'un a un trouble maniaque, c'est une pathologie, et quand quelqu'un a un trouble dépressif, c'est une pathologie, mais au fond, il s'est rendu compte, et on a vu par la suite, que c'est une seule pathologie qui tourne autour d'un seul élément, qui est l'humeur. Donc, c'est deux faces d'une même médaille, ou bien deux côtés d'une même monnaie. Et les deux côtés sont nettement opposés. Ce n'est pas deux ailes de même oiseau, pour dire qu'on a
les deux côtés sont semblables. Non, pas du tout. Les deux côtés sont opposés. Donc, le côté maniaque est opposé au côté dépressif. Nous allons, en quelques minutes, vous expliquer comment se présente le pôle maniaque et comment se présente le pôle dépressif pour pouvoir plus ou moins comprendre de quoi il s'agit. OK. Là, vous allez voir là quelqu'un qui est, quand je vois qui est très content, qui est gai. C'est quelqu'un avec son accoutrement là qui présente un épisode maniaque. L'épisode maniaque que je vais vous décrire là est celle de l'école américaine écrite dans le DSM-5, qui est pratiquement la Bible, pour ne pas dire le livre de chevet du psychiatre. Vous savez que les anglo-saxons sont assez pratiques comme ça. Donc, eux-mêmes, ce qu'ils font, ils comptent les symptômes et ils vous disent à partir de 1, 2, 3, 4 symptômes, on présente un épisode maniaque. S'il est moins que ça, ce n'est pas un épisode maniaque, c'est autre chose. Mais il y a un nombre de symptômes selon l'école américaine, d'après le DSM-5, qui est un livre qui s'appelle Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder. C'est un livre américain, mais qu'on utilise pratiquement dans tout pays pour l'instant. Et ça a débuté dans les années fin 50 ou début 60, et maintenant on est à la 5e édition. Donc la dernière, c'est le DSM-5. C'est à partir du DSM-5 que je vous donne ce que vous voyez là. Pour les anglo-saxons, pour l'école américaine, si on a 3 de ces symptômes chez quelqu'un pendant environ une semaine, disons au moins une semaine, si on présente 3 de ces symptômes de façon continue, eh bien, on souffre, en tout cas, on a un épisode maniaque, on souffre de crise maniaque. Le premier symptôme, c'est la mégalomanie. Donc, ce sont les idées de grandeur. Donc, dans la mégalomanie, vous savez, quand quelqu'un est mégalomane, c'est un délire. Donc, la personne a des idées de grandeur. Donc, il a une augmentation de l'estime de soi. Le deuxième symptôme, c'est l'insomnie. C'est-à-dire, la personne a une réduction du besoin de sommeil qui devrait être normalement 6, 7, 8 heures. Normalement, chez l'individu, cette personne dort 2 à 3 heures et se sent reposée. Le troisième symptôme, c'est la logorée. Donc, la personne a une plus grande communicabilité que d'habitude. Il a un désir de parler constamment. Et en plus de cette logorée, cette personne est souvent soliloque. Donc, elle a la soliloquie, qui signifie que la personne parle seule. Non seulement elle parle beaucoup, mais elle parle seule et beaucoup. Mais elle fait des interactions aussi. Si quelqu'un interagit avec elle, mais si personne n'interagit, elle parle. Donc, elle est à la fois logoïque et soliloque. Donc, un désir de parler sans arrêt. Et elle ne peut pas ne pas parler. Elle a des fuites d'idées. C'est-à-dire, elle a une sensation que les idées défilent. On peut prendre un exemple de fuite d'idées. C'est quelqu'un qui peut, par exemple, commencer à vous parler de sa maison. Et puis, brusquement, il vous parle de voiture. Et ensuite, il parle de jardin. Et ensuite, mais les idées n'ont pas de suite. Mais il parle, la personne parle, elle parle sans arrêt, elle parle de tout, il y a un mélange. Donc, il y a une fuite d'idées. Rien de concret. Ensuite, distractibilité. Donc, c'est quelqu'un qui est facilement attiré par autrui ou bien par les circonstances, donc on peut la distraire facilement. Cette personne présente souvent une agitation psychomotrice, donc elle est agitée, elle monte et descend dans la maison, elle fait des activités, socialement, c'est elle qui fait plus de choses si elle est au travail,
il ne va jamais camper au point de vue scolaire. C'est pareil, la bête, il ne va jamais camper. Elle étudie. Au point de vue sexuel, pareil, elle a des envies sexuelles à ne plus finir. Donc, elle a une agitation psychomotrice. Et ensuite, comme dernier symptôme, c'est l'excès. Donc, elle a un engagement excessif dans des activités agréables. Mais ce sont des activités qui sont potentiellement dommageables pour elle. Parce que les activités peuvent être intéressantes, mais elles sont en conséquence dommageables pour l'individu. Par exemple, c'est quelqu'un qui peut faire des achats inconsidérés, entrer dans un magasin, acheter, donc ça lui fait plaisir, elle achète, mais elle ne se rend pas compte de la folle dépense qu'elle fait. Ça lui fait plaisir, mais les conséquences sont dommageables. Elle peut avoir des conduites sexuelles inconséquentes. C'est quelqu'un qui peut, alors homme ou femme, peut coucher avec n'importe qui sans se rendre compte pendant la crise. C'est quelqu'un qui peut faire des investissements commerciaux déraisonnables. Donc tout ça, ce sont des excès que quelqu'un qui a un épisode maniaque peut faire. Notez que je vous ai dit que ce n'est pas tous ces symptômes qui caractérisent l'épisode maniaque. J'ai bien expliqué que d'après le DSM-5 en tout cas, il faut que la personne ait au moins 3 de ces symptômes de façon continue pendant au moins une semaine pour cataloguer cette personne, en tout cas de quelqu'un qui a eu un épisode maniaque. Maintenant, on sait que après l'école américaine, il y a d'autres écoles en médecine. Et justement, au point de vue, les Européens, surtout l'école française, voient l'accès maniaque autrement. Mais je vais vous expliquer, mais ils se rejoignent finalement. On voit que ce sont à peu près les mêmes symptômes. Vous voyez là l'extravagance, donc c'est l'humeur. On voit la personne, cette personne-là, comment elle est extravagante. C'est l'humeur qui est extravagante. La tenue vestimentaire est une tenue très voyante. Et la personne est exubérante. Elle parle beaucoup. Donc, elle est logoïque et soliloque. Elle a des fuites d'idées, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Elle a une désinhibition. La personne n'est plus inhibée. Le terme inhibition, c'est un terme en psychiatrie qui signifie un blocage. Quand on est inhibé, on est bloqué. Donc, la personne qui a l'accès maniaque n'est pas bloquée. Elle est désinhibée. Donc, toutes les inhibitions, parce que tous les individus, on reçoit des éducations, on reçoit une éducation qui vous donne des inhibitions. Par exemple, on sait qu'on ne peut pas circuler dans les rues nues. On sait qu'on ne peut pas faire pipi dans les rues. On sait qu'on ne peut pas, si quelqu'un est en train, je ne sais pas, de manger, même si on a faim, d'aller sur la personne et prendre. Donc, tout ça, ce sont des inhibitions, mais dans l'accès maniaque, la personne n'a plus d'inhibition. Elle n'est pas inhibée du tout. Elle peut se mettre toute nue, elle danse, elle chante, elle fait des choses à n'en plus finir. Et non seulement elle n'a plus d'inhibition, elle n'accepte pas de contradiction. C'est quelqu'un, si on la contredit ou bien on la contrarie, eh bien elle sort de ses gonds et elle peut devenir extrêmement agressive. Il y a aussi l'hyperactivité, comme je vous ai décrit tout à l'heure. Donc, c'est l'agitation psychomotrice. Il y a la mégalomanie, ce sont les idées de grandeur. Et il y a aussi les conduites sexuelles inconséquentes. Bon, sauf que dans l'école européenne, on ne vous dit pas combien de symptômes qu'on doit compter pour dire que la personne a un accès maniaque, mais de toute façon, on peut toujours voir quand même que quelqu'un commence à présenter ces symptômes, ce que ça va donner. Maintenant, on avait parlé de 2 pôles. Un pôle maniaque, qui est l'humeur hypertrophiée,
et un pôle dépressif, qui est l'humeur effondrée. On va faire comme on l'avait présenté tout à l'heure, on va retourner au DSM-5. Et c'est pareil pour l'épisode dépressif. Sauf que le DSM-5, au lieu de 3 symptômes qui peuvent conclure à un épisode maniaque, mais pour l'épisode dépressif, il faut au moins 5 symptômes. Les symptômes que nous allons citer là, mais qui vont durer qui durent pendant au moins 2 semaines. Donc, par rapport au fonctionnement intérieur de la personne, si on a 5 de ces symptômes de façon permanente pendant au moins 2 semaines, on peut étiqueter la personne de quelqu'un qui a eu un épisode dépressif. La première chose, c'est un effondrement de l'humeur. C'est-à-dire, c'est une humeur triste qui est présente toute la journée. Et la personne reste dans son coin, elle pleure, comme vous voyez là, l'humeur est triste, sans raison aucune. Mais elle est extrêmement effondrée. Elle a une diminution marquée de l'intérêt pour tout, pour qu'ils agissent de plaisir ou n'importe quelle activité. On voit que la personne n'a aucun intérêt à exercer aucune activité. Donc, il y a un désintérêt. On peut constater une variation pondérable, donc perte ou gain de poids, selon que la personne soit anorexique ou boulimique. Parce que dans l'épisode dépressif, on peut rencontrer l'un ou l'autre. On peut rencontrer une dysomnie, qui peut être soit une insomnie, donc la personne ne dort presque pas, ou bien si elle dort, le sommeil n'est pas de qualité, mais soit une hypersomnie. On voit que la personne reste au lit 10, 12, 14 heures de temps. On doit lui apporter à manger dans sa chambre. Elle ne se lève pas. Des fois, on arrive, on voit qu'elle dort. Elle a une hypersomnie. Il y a chez cette personne un ralentissement psychomoteur, à la différence de l'épisode maniaque où il y avait une agitation psychomotrice. Donc la personne est plutôt ralentie, elle ne fait rien, elle reste dans son coin. Elle est extrêmement fatiguée, donc elle a une perte d'énergie, à la différence du maniaque qui elle-même est vive et est prête à faire toutes sortes d'activités. Celle qui est déprimée a une dévalorisation, à l'opposé du maniaque qui est mégalomane, donc elle-même, elle a un sentiment de dévalorisation, elle a un sentiment de culpabilité excessive et inapproprié. C'est un sentiment délirant, parce qu'au fond, il n'y a rien qui devrait expliquer ce sentiment de dévalorisation. Donc, on voit l'opposition qu'il y a entre les deux symptômes, mais tournant autour de l'humeur, comme je vous ai dit. Et ensuite, il y a l'indécision. Cette personne-là est incapable de prendre des décisions. Elle a une diminution aussi de l'aptitude à penser ou à se concentrer. Elle a des difficultés de concentration, des difficultés de pensée et des difficultés de concentration dans la phase dépressive. OK. Maintenant, selon l'école européenne, il y a aussi un accès dépressif. On retrouve à peu près les mêmes symptômes. Il y a une humeur effondrée, donc la personne est découragée, triste, très triste, pouvant mener même jusqu'aux envies de suicide, mais jusqu'au suicide même. Il y a une hypoactivité, donc elle ne fait aucune activité, la personne reste là, à ne rien faire. Elle est soit anorexique, soit boulimique, parce que il y a une chose qui est paradoxale.
on peut être dépressif et au lieu d'être anorexique, eh bien, c'est de préférence, on mange sans arrêt, de façon à pouvoir passer tout ce qu'on a sous la nourriture. Donc, elle peut être anorexique ou boulimique. Il y a, comme on a parlé tout à l'heure, la dysomnie, avec soit l'insomnie, qui est plutôt plus rare, parce que l'insomnie, on la rencontre de préférence dans l'épisode maniaque, je veux dire à 95, on peut dire à 100%, mais dans l'accès dépressif, on peut aussi rencontrer l'insomnie, mais c'est plutôt rare, mais surtout l'hypersomnie. Et les idées de suicide, le suicide n'est pas rare. Le suicide n'est pas rare dans l'accès dépressif. Il y a autour de Paul un épisode caractéristique dans la manie. C'est l'épisode hypomaniaque. Donc, c'est une manie qui n'est pas très franche. Parce que dans la manie franche, la personne est obligée d'être hospitalisée. On voit que la personne est malade. Mais dans l'hypomanie, les symptômes dont on avait parlé pour l'épisode maniaque sont les mêmes qu'on rencontre dans l'épisode hypomaniaque. Sauf que quand on parlait de l'épisode maniaque, on avait dit que l'humeur est anormale. C'est un épisode dans lequel l'humeur est anormalement élevée. Alors que dans l'épisode hypomaniaque, l'humeur est élevée de façon persistante, mais pas anormale, mais pas franchement anormale. Elle est anormale, mais pas franchement anormale. À un point tel qu'il y a des personnes qui fonctionnent avec vous qui sont hypomaniaques. Là, ça n'a dit, même moi, ça en l'air, ceci, c'est le tout de bagaille. Il est capable d'hypomaniaque. Et je vais vous. Et comment le DSM-4 qualifie d'hypomanie? Eh bien, c'est quand quelqu'un présente trois des symptômes que nous allons citer comme dans l'épisode maniaque. Donc, si cette personne présente trois de ces symptômes-là pendant au moins 4 jours, c'est quelqu'un qui présente une hypomanie. Donc, il s'agit de la mégalomanie. Quelqu'un qui est mégalomane, il y a des gens qui sont comme ça, c'est tout le temps. Hein. Donc, avec une augmentation de l'estime de soi, il a des idées de grandeur, la personne vous raconte des choses. Bon, elle a tout. Il y a l'insomnie, il a une réduction du besoin de sommeil. 4 heures la nuit, peut-être un petit peu moins que le maniaque, mais c'est quelqu'un qui souffre d'insomnie. Et ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là, qui souffrent d'insomnie, après 3-4 heures de sommeil, ils ne sont plus fatigués. Ils se sentent déjà reposés. À la différence de quelqu'un qui ne présente pas ce trouble, si on va dormir et puis après 2-3 heures de sommeil, quelqu'un vous réveille, mais le lendemain, vous n'avez pas la possibilité, vous ne pouvez pas travailler. Mais eux-mêmes, eh bien, même avec l'insomnie, la personne arrive à fonctionner. Il y a, c'est quelqu'un qui est logoréique, mais et soliloque, mais plutôt logoréique, et pas tellement incohérent. Je n'avais pas signalé ça dans l'épisode maniaque. Donc, dans la logorie de l'épisode maniaque, non seulement la personne parle beaucoup, elle a des fuites d'idées, mais il y a aussi de l'incohérence idéo-verbale. Mais dans l'épisode hypomaniaque, on peut rencontrer moins d'incohérence. Il peut y avoir quand même des fuites d'idées, c'est-à-dire la sensation que les idées défilent. C'est une personne qui ne peut pas rester sur le sujet avec vous pendant longtemps, c'est-à-dire la personne parle d'un sujet et elle n'a pas encore terminé, elle aborde un autre sujet. N'a pas encore terminé, aborde un autre sujet et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui peut être distrait facilement, attiré par n'importe quel stimulus extérieur, ou bien par n'importe quelle circonstance, des fois par des choses vraiment insignifiantes. La personne est en train de faire quelque chose de très sérieux et elle se laisse distraire par quelque chose sans importance.
ou quelque chose d'insignifiant. Alors que si on est focus sur un travail qu'on fait qui est important, et on ne va pas se laisser distraire par n'importe quoi. Il faudrait vraiment que la chose, qu'il y aurait une raison vraiment valable pour se laisser distraire. Ensuite, c'est quelqu'un qui peut présenter une agitation psychomotrice. Quand je parle de l'agitation, c'est-à-dire c'est pas un monde qui arrête en place, la monter, la descendre, il pas chita, il est là, à droite, il est à gauche, la monter, descendre. Et puis, quand même, il y a aussi des excès, donc des engagements excessifs dans pas mal d'activités. Comme on avait dit tout à l'heure, des activités qui sont à potentiel dommageable pour l'individu, posant des actes inappropriés. Par exemple, aller avec une carte de crédit quelque part, dépasser sans compter, et après voir la dette augmenter. Donc, ce sont ces choses-là. Donc, si quelqu'un a trois de ces, présente-toi de ces symptômes-là pendant au moins 4 jours, mais un petit peu moins, comme on a dit, parce que ce sont les mêmes symptômes que les symptômes maniaques, et bien à ce moment, on peut dire que cette personne est hypomaniaque. OK. Les formes cliniques de la psychose maniaco-dépressive, donc la pathologie bipolaire. J'ai mis là 4 formes cliniques, mais je dois vous dire qu'il y en a beaucoup plus pour ceux qui sont pour l'auditoire. Probablement il peut y avoir des psychiatres ou des gens qui sont au courant. Ils vont voir que j'ai mis 4 formes cliniques. C'est de façon à donner seulement la forme de base. Mais si on s'en tient, par exemple, au DSM-4, on va trouver au moins une dizaine de formes. Mais nous allons nous en tenir à ces 4 formes-là que je pense est approprié pour vous faire comprendre à tout un chacun les manifestations cliniques de cette pathologie. On voit qu'il y a une forme cyclotimique, donc c'est une forme dans laquelle il y a un cycle, donc quelque chose qui s'en va, c'est comme un cycle, et qui revient. Il y a une forme mixte, une forme unipolaire maniaque et une forme unipolaire dépressive. Il faut regarder là, dans l'image, qu'il y a une jeune femme avec 2 visages. C'est la même personne qui est dans un état maniaque dans l'image d'en haut et qui est dans un état dépressif dans l'image d'en bas. C'est quoi la forme cyclotimique? C'est une forme maniaque qui est suivie de forme dépressive et vice-versa. Ou bien c'est une forme dépressive qui est suivie de forme maniaque. Mais comment ça va se présenter? La personne va d'abord avoir l'accès maniaque. Elle suit son traitement et guérit. Parce que c'est une pathologie, quand on suit son traitement, alors le terme guéri est inapproprié. Donc la personne récupère, parce qu'il s'agit d'une pathologie chronique. Je m'excuse. Donc elle récupère, elle redevient plus ou moins normale. Et la prochaine fois, disons que ça peut attendre 6 mois, ça peut attendre 1 an, ça peut attendre 8 mois, que la personne aura à faire une nouvelle crise, elle aura une forme dépressive. Mais la façon de savoir ça, c'est une bonne anamnèse, c'est une bonne histoire, et bien connaître les antécédents de la personne pour pouvoir bien poser le diagnostic. Donc c'est quelqu'un, à chaque fois, qui fait une forme maniaque et après fait une forme dépressive. Quand elle retombe, quand elle présente une réactivation, ce sera la pathologie maniaque et après la pathologie dépressive. Mais ça peut arriver que la personne fasse la pathologie maniaque une fois, elle fait une deuxième pathologie maniaque et puis après elle fait une pathologie dépressive, une autre pathologie dépressive et ensuite une pathologie maniaque. C'est dans l'ordre des choses possibles aussi. La deuxième forme
dont je voulais vous parler, c'est la forme mixte. C'est une forme dans laquelle il y a un chevauchement des formes maniaques et dépressives. Il y a des formes d'excitation, comme on voit de la flèche là-haut, et des formes d'effondrement de l'humeur. Et là encore, on voit que ça commence à remonter, ça redescend. Ça remonte et ça redescend. Donc, ce sont des formes mixtes. Il y a un chevauchement de la phase maniaque et de la phase dépressive. Ce qu'on avait expliqué tout à l'heure dans la forme cyclotimique, la personne fait une crise maniaque. La crise maniaque seulement, ça peut durer 15 jours, ça peut durer 22 jours, ça peut durer 1 mois, ça peut durer 2 mois. Sous traitement, ça va, et la personne reprend ses activités. Et après, quand elle fait une autre forme, elle fait la forme dépressive. Mais ce qu'on voit dans la forme mixte, c'est au cours de la même épisode morbide que la personne présente les deux formes. Elle fait la forme maniaque aujourd'hui, et demain, on se réveille, cette personne est déprimée et reste dans sa chambre. Et après demain, elle recommence à parler, à faire du bruit, et le surlendemain, elle reste couchée, elle est effondrée, et ainsi de suite. Ça peut durer 15 jours, ça peut durer 22 jours, ça peut durer 1 mois. Le traitement est à peu près pareil. Ça a de rares exceptions près de la forme dépressive, parce qu'on doit donner à ce moment des antidépresseurs. Et la personne reprend ses activités. Et quand cette personne refait la pathologie, elle refait la forme mixte. Il y a des personnes qui ne font que des formes mixtes, avec des formes maniaques et dépressives en même temps, au cours d'un même épisode morbide. Il y a, alors, les deux, alors on vient de parler, la forme cyclotimique et la forme mixte, sont les formes classiques de bipolar, disons, du trouble bipolaire. Donc, un trouble à 2 pôles. Mais il se trouve que la pathologie peut ne présenter chez quelqu'un qu'un seul pôle. Quand c'est le pôle dépressif seul que la personne présente, donc il y a des formes répétées, des crises répétées d'effondrement de l'humeur. Donc là, on a une humeur normale. L'humeur descend, elle est effondrée. La personne suit son traitement et l'humeur commence à remonter. Et l'humeur redevient normale. Et cette personne, quand elle refait une autre crise, elle refait c'est la même chose. L'humeur était normale, elle présente un effondrement de l'humeur, avec tristesse, sentiment de découragement, de dévalorisation, tout ce qu'on a expliqué, et ça remonte. À ce moment, quand quelqu'un souffre de ça, on ne peut pas parler de trouble bipolaire, on parle de trouble unipolaire, qui est une forme de la pathologie de l'humeur. Donc, les formes de la pathologie, je préfère dire, au lieu de dire de la pathologie maniaco-dépressive, je préfère dire de la pathologie du trouble d'humeur. Donc, la personne fait des crises répétées d'effondrement de l'humeur. Et là, c'est pareil, l'humeur est normale à ce niveau. On voit une augmentation de l'humeur. Ça monte, atteint un pic. Sous traitement, l'humeur redescend, et l'humeur redevient normale. Et quand cette personne-là aura à refaire une autre crise, c'est pareil, ce sera une crise maniaque, avec augmentation de l'humeur, et puis traitement, etc. Mais la façon dont on va comprendre ça, comme je vous dis, c'est toujours l'anamnèse, et puis l'observation, parce que de toute façon, quand la personne maniaque vient, on voit qu'elle est agitée, qu'elle parle, etc. Donc, et à ce moment, il n'y a pas autre chose, surtout dans le cas maniaque, dans le cas dépressif aussi, mais dans le cas maniaque, il n'y a pas d'autre chose que l'internement, parce que avec une personne maniaque à la maison, il n'y a pas moyen de fonctionner. Avec une personne maniaque, de dormir, toute la maisonnée reste debout. Et avec le dépressif, bon, c'est les idées de suicide, tout ça, donc les deux nécessitent l'internement
dépendant de l'ampleur du cas, dépendant de la crise. OK. Quand on parlait de la schizophrénie dernièrement, on avait dit que c'est une pathologie extrêmement courante. Parce que 1% de la population juvénile est schizophrène. Et ce qui est bizarre de ces pathologies psychiatriques, ça n'a rien à voir avec la race, le sexe, tout le monde. Donc, c'est un petit peu moins que chez les schizophrènes. C'est 0,5 à 1%. Quand on parlait de la schizophrénie, on disait la population des adolescents, mais là, c'est la population d'adultes. Mais pas n'importe quel adulte. Et on va voir ça. Donc, c'est 0,5 à 1% de la population. Ce qui veut dire que c'est une pathologie extrêmement fréquente. Extrêmement fréquente. L'âge du premier accès se situe en général à 30 ans, dans la trentaine. Donc, c'est entre 25 et 35 ans en moyenne. Mais l'individu qui va faire sa crise aura la crise de la trentaine. Mais c'est entre 25 et 35 ans en moyenne. Et il se pourrait que certaines personnes présentent des crises maniaques ou dépressives avant 25 ans et après 35 ans. Donc, exceptionnellement, on peut avoir des individus qui ont à 18, 19, 20 ans et exceptionnellement à 40 ans. Mais c'est vraiment exceptionnel. Mais c'est dans l'ordre des choses possibles. Je vais... Parce qu'on n'a pas parlé d'enfants et d'adolescents. Je n'ai pas parlé d'enfants et d'adolescents parce que les enfants et les adolescents sont soignés par des pédopsychiatres. Je ne sais pas si dans l'auditoire, il y a des pédopsychiatres. S'il y en a, ils pourront peut-être intervenir et expliquer mieux. Mais dans la littérature, on rapporte, parce que pour les adultes, ce que nous savons, c'est de cette tranche d'âge-là. Et en général, entre 25 et 35 ans, la majeure partie des cas de troubles bipolaires ou de troubles unipolaires se présentent. Mais il se trouve que chez les enfants et chez les adolescents, je vais seulement vous parler d'un trouble qui fait partie des troubles de l'humeur qu'on peut rencontrer chez les enfants et chez les adolescents. C'est le trouble dysthymique. Je n'avais pas souligné ça tout à l'heure, mais il se trouve que l'accès dépressif dont on avait parlé tout à l'heure peut être aussi rencontré chez les enfants et chez les adolescents. Bon, aussi chez les adultes, parce que le trouble dysthymique, on peut le rencontrer aussi chez les adultes. Sauf que chez les enfants et les adolescents, le trouble dysthymique, c'est un trouble qu'on doit, si on suit l'enfant ou l'adolescent qui prend, en tout cas d'après le DSM-5, ça prend moins qu'un an, ou bien environ un an. Si environ un an, on rencontre ces symptômes-là chez un enfant, ou bien chez un adolescent, ou bien chez un adulte aussi, il s'agit d'un trouble dysthymique. C'est-à-dire, le mot thymique, ça représente l'humeur. Donc, c'est un trouble qui représente un désordre de l'humeur. Je n'avais pas mis ça dans les formes cliniques, mais c'est juste pour vous faire savoir qu'il y a une certaine forme qu'on peut rencontrer chez les enfants. Et dans la littérature, on nous dit que si un enfant
présente une humeur irritable pendant un an, ou pendant environ un an, eh bien, cet enfant-là, ou bien cet adolescent, s'il présente toi, même pas toi, s'il présente deux de ces symptômes, au moins deux de ces symptômes, on peut considérer que l'enfant est dépressif, pour au moins deux de ces symptômes. Il peut être un enfant anorexique ou hyperphagique, qui mange beaucoup, ou bien il y a une perte d'appétit. Il peut avoir des troubles du sommeil, donc des dysomnies. Il peut être fatigué ou avoir une perte d'énergie, il n'est pas comme tous les enfants. Il a un sentiment de dévalorisation. À l'école, on va vous appeler, on vous dit que cet enfant est toujours, bon, il n'est pas comme les autres, des choses comme ça. Il a des difficultés de concentration. Il a une perte d'espoir. Bon, mais quand on voit qu'on a un enfant comme ça, bon, c'est pas un psychiatre qu'on va voir d'abord, on va voir un psychologue qui peut vous référer peut-être à un pédopsychiatre qui fera le suivi parce que si un enfant présent, parce qu'il n'y a pas tous les cas que les troubles sont organiques, un enfant qui est anorexique, qui est hyperphagique, qui présente des dysomnies, qui a un sentiment de dévalorisation, qui pleure tout le temps, qui a des difficultés de concentration, des fois, ça peut être dû à un trouble dyshymique. D'autant plus s'il n'y a aucune raison. Bon, c'est certainement, par exemple, en Haïti, la façon dont notre pays est là maintenant. On ne peut pas poser ce diagnostic pour lui parce qu'il y a des raisons. Mais l'enfant dont je parle là, et pour tout ce que je viens de dire avant, c'est que c'est sans aucune raison que la personne présente les symptômes. Bon, chez nous, si un enfant présente ces symptômes-là, bon, je ne suis pas pédopsychiatre, mais je pense qu'on ne peut pas étiqueter cet enfant comme quelqu'un qui a un trouble. Il a un trouble, une réaction de situation de préférence, mais pas un trouble dyshymique. C'est une réaction normale à un problème qui se pose, qu'il n'a pas pu résoudre. OK. Là, maintenant, on va aborder l'étiologie. Il n'y a pratiquement pas aucun critère. En général, il n'y a aucune cause déclenchante. Ou bien une cause directe pour dire que voilà ce qui est la cause de la pathologie. On cherche, on ne retrouve rien. Donc, est-ce pourquoi, au lieu que je parle d'étiologie, je vais directement au caractère, parce que c'est là qu'on va rechercher les causes de la pathologie. Est-ce pourquoi je n'ai pas parlé d'étiologie? Parce que on ne va rien retrouver à part ce que je vais vous expliquer là. Il y a d'abord les caractères génétiques. En général, ceux qui souffrent de troubles bipolaires sont au moins des descendants directs. Il y a 20% de chances de descendants directs. Ou bien vous avez votre père ou votre mère qui souffre de la pathologie, ou bien qui avait un aïeul, une ascendance de cette pathologie qui fait que vous-même vous ayez la pathologie. Chez les jumeaux monozygotiques, le risque est de 25%. Chez les jumeaux dizygotiques, c'est presque au même niveau que chez les descendants directs, comme ce que vous recevez de votre père ou bien de votre mère. Eh bien, le jumeau dizygotique, c'est comme frère et soeur, donc c'est 20-25%, c'est tout près. Mais par contre, pour les jumeaux monozygotiques, est-ce pourquoi c'est que la pathologie est franchement génétique? C'est 50 à 100% de chance. C'est-à-dire, si on a un jumeau monovitélin avec cette pathologie, eh bien, l'autre nécessairement va l'avoir, même s'ils évoluent dans deux milieux différents. 50 à 100% de cas pour les jumeaux monozygotiques. À la différence des autres, vous voyez la différence, 20-25%, alors qu'on va de 50 à 100% pour les jumeaux monovitélins. Ça, c'est pour une partie de l'étiologie. Une autre partie de l'étiologie, ce sont les caractères biologiques de la pathologie. Il y a
les anomalies des monoamines, surtout chez les dépressifs, la sérotonine, ce neurotransmetteur-là, la sérotonine, il peut y avoir un excès de dopamine. Donc la dopamine, donc il y a des anomalies de monoamine. Autre hypothèse, il y a une hypersécrétion de cortisol. Donc, c'est l'hormone là sécrété par les surrénales. Donc, c'est l'hormone de stress. Donc, on se rend compte que les gens qui sont extrêmement stressés, donc c'est cette hormone, le stress. Donc, si on fait une test, on va voir qu'il y a une hypersécrétion de cortisol. Et également des anomalies thyroïdiennes. Je reçu pas mal de cas. Il y a pas mal de cas de psychose maniaque surtout que je connais qui ont des problèmes au niveau de la thyroïde. Hyperthyroïdie avec ou sans boîte, des augmentations des taux de thyroïde de TSH, T3, T7, T4, etc. Donc, c'est très courant. Il y a des anomalies thyroïdiennes. Donc, tout ça, ce sont des suppositions. Et puis, quand on fait des examens, on se rend compte que ça peut en être la cause. Je voulais attirer votre attention sur ce thème-là, dépression. Parce qu'on sait que dans le trouble bipolaire, on parle de manie et de dépression. La dépression du trouble bipolaire ou bien la dépression unipolaire de cette pathologie psychotique de l'humeur n'est pas même que la dépression réactionnelle que quelqu'un fait, la dépression dont on parle tous les jours, vous dites, ah, je t'ai fait une dépression, ou bien il a une dépression suite à telle chose ou telle chose. La dépression du trouble bipolaire est une dépression endogène. Autrement dit, c'est une dépression psychotique. Et quand on dit psychotique, on se rappelle qu'on avait donné une définition de la psychose où la personne a des délires et des troubles perceptuels. Donc, où la personne a une dépression sans raison. Ce n'est pas une raison valable, cette dépression-là. Car la personne souffrant de troubles bipolaires qui a sa dépression, c'est une dépression psychotique, c'est une dépression délirante, c'est une dépression qui, au fait, n'est pas une dépression vraie, mais c'est une dépression parce que l'humeur est triste et la personne peut poser des actes dépressifs, peut aller jusqu'au suicide même. Alors, j'avais voulu attirer votre attention sur les dépressions névrotiques qui ne sont pas les mêmes, qui sont elles-mêmes des dépressions réactionnelles et qui sont associées aux notions de perte. Autrement dit, quelqu'un qui a une perte d'argent, quelqu'un, comme ça se passe en Haïti là maintenant, qui perd leur maison, les bandits météo dehors, le perd du caillou à tout bien haut. Quelqu'un, un pauvre, qui a une petite camionnette et puis le bandit prend les brûler, des choses comme ça. Et bien là, cette personne devient déprimée. Mais là, c'est une dépression pour laquelle la cause, il y a une bonne cause, et c'est une dépression réactionnelle qui peut devenir une dépression psychotique par la suite si la personne était fragile. Mais ça, c'est une autre histoire, c'est pas de ça qu'on parle. C'est juste, je voulais faire le distinguo et le départ entre une dépression endogène et une dépression réactionnelle. Donc, la dépression de cette partie-là, de cette pathologie-là qu'on voit qui est une pathologie psychotique, est une dépression endogène. Le diagnostic différentiel se fait avec certaines schizophrénies, comme la schizophrénie affective, c'est des formes de schizophrénie. On en avait parlé, dans lesquelles la personne est schizophrène, donc coupée du monde extérieur, qui vit dans son monde, etc., mais aussi est triste, avec des idées de suicide. Il y a des schizophrènes qui se suicident. Ce sont des schizophrènes souffrant de schizophrénie schizoaffective. J'en ai rencontré pas mal. Donc, on peut avoir tendance à confondre une schizophrénie schizoaffective à une dépression, par exemple, unipolaire.
on peut avoir comme diagnostic différentiel une dépression réactionnelle, ce que je viens de vous expliquer, qui est la dépression réactionnelle. Et autre diagnostic différentiel, ce sont les psychoses puerpérales. C'est-à-dire, la puerpéralité, c'est le fait, c'est tout le processus qui entoure une femme depuis la grossesse jusqu'à l'allaitement. Donc, la grossesse, la période de l'accouchement, le postpartum, et puis toute la lactation. Donc, on est d'accord avec moi qu'une femme, après son accouchement, peut allaiter son enfant jusqu'à 9 mois, jusqu'à 1 an, jusqu'à 1 an et demi. On peut rencontrer quelqu'un qui n'avait jamais présenté de troubles psychiatriques dans le passé et qui, pendant l'allaitement, par exemple, présente une psychose puerpérale, mais avec des signes tellement ressemblants aux signes de la psychose maniaco-dépressive qu'on peut passer à côté. Mais à ce moment, il ne s'agit pas de psychose maniaco-dépressive, il s'agit de psychose puerpérale. Parce que dans la psychose puerpérale, il y a un tas de signes. Il y a la schizophrénie puerpérale, il y a des troubles maniaques puerpérales, il y a des troubles dépressifs puerpérales. Donc à ce moment, c'est l'anamnèse qui va vous faire voir comment la personne vit son accouchement, le nouveau venu, comment est-ce qu'elle est bien encadrée par son époux, par exemple, ou bien est-ce qu'elle est brusquée par la venue de cet enfant, ou bien si la personne n'a pas encore accouché, n'importe quoi. Et puis on pense qu'il s'agit de psychose maniaco-dépressive. Ça peut ne pas être une psychose maniaco-dépressive, ça peut être une psychose puerpérale, et à ce moment, le traitement est tout autre. D'accord. Bon, pour le traitement de la psychose maniaco-dépressive et des psychoses dépressives ou bien des psychoses maniaques tout court, bon, en général, on commence avec les antipsychotiques. Parce que ce soit une personne maniaque qui est extrêmement agitée, on doit la calmer. Que ce soit une personne déprimée qui est extrêmement effondrée, on doit la désinhiber. Donc, l'un ou l'autre, il faut, et ce sont les antipsychotiques qui peuvent faire ce travail. Bien entendu, la sismothérapie, qui est l'électrochoc thérapie, peut faire ce travail aussi. Et dans le cas maniaque, et surtout dans le cas dépressif. Si c'est un état maniaque, on donne des inducteurs de sommeil. Pour la partie dépressive, on donne des antidépresseurs, des releveurs de l'humeur, qui fait pour mon dormir moins, des médicaments pour qu'il y ait un antigen hop, si c'est la dépression qui prédomine. Et puis, dès que la personne sera réceptive, elle voit un psychologue pour des séances de psychothérapie, de concert avec le psychiatre qui suit les traitements chimiques, et puis le psychologue fait des séances de psychothérapie. Et surtout, pour que la personne sache qu'elle doit suivre son traitement. On y reviendra. Quelle est la prophylaxie? Vous avez vu là le mot prophylaxie, c'est-à-dire ce qu'on doit faire de façon à éviter les rechutes et les récidives. Tout ce qu'on doit faire de façon à éviter les réactivations. Vous avez vu là que j'ai mis le lithium. Tout à l'heure, en parlant de l'étiologie, volontairement, je n'avais pas mis le lithium en cause. Je n'ai pas mis le lithium en cause parce que ce n'est pas toujours... ce n'est pas toujours le cas que le lithium, qui est très bas, entraîne une psychose maniaco-dépressive. Alors, le lithium, c'est quoi? C'est un sel qu'on retrouve, on appelle les sels de lithium. Donc, c'est un métal aussi qu'on retrouve dans l'organisme en très faible quantité. La normale se situe entre 0,6 et 1,2 milliéquivalent par litre.
Mais on a remarqué que, en général, surtout chez les unipolaires maniaques, pas chez tous les gens souffrant de psychose maniaco-dépressive, le taux de lithium est bas. Et à ce moment, on est obligé de prescrire du lithium sur le marché. Il y a un lithium fort, il y a un tas de médicaments à base de lithium, carbonate de lithium qu'on prescrit de façon à ce que que le taux de lithium redevienne normal. Il faut dire que c'est un médicament que n'importe qui ne peut pas être utilisé, qu'on ne peut pas utiliser de n'importe quelle façon. Parce que quand on utilise du lithium, il y a la lithiémie, qui est le dosage de lithium sanguin qu'on doit faire régulièrement, de façon à avoir le taux et ne pas dépasser le taux, parce que c'est un médicament très toxique. Et quand c'est toxique, ça affecte et le foie et les reins. Autre chose concernant, si quelqu'un est hypertendu et est sous diurétique, par exemple, elle ne peut pas prendre de lithium. Parce que le lithium, quand c'est dans l'organisme, pour son métabolisme, il lui faut du sodium. Et si quelqu'un prend des médicaments qui réduisent extrêmement le sodium, comme les diurétiques, à ce moment, cette personne ne peut pas être passée sous lithium. J'ai vu des cas où, j'ai déjà vu des cas où de décès suite à une intoxication au lithium. Parce qu'à ce moment, on va avoir une intoxication au niveau hépatique et rénal. Même si on avait fait le taux de lithium, mais on voit le taux de lithium était bas, et on commence à donner du lithium. Mais si la personne est hypertendue et est sous diurétique, par exemple, elle ne peut pas prendre de lithium. Il y a, alors certaines personnes disent que on doit faire certains patients aussi demandent à ce qu'on leur donne du lithium parce que tu te sens bien avec, etc. Mais ça rentre non pas dans le traitement de la pathologie, mais plutôt dans sa prophylaxie. C'est-à-dire que ça empêche surtout les récidives. Parce que c'est très intéressant de cette pathologie et c'est très important d'empêcher les récidives. Pourquoi? Parce que au fur et à mesure, étant donné qu'il s'agit d'une pathologie chronique, si la personne avait la crise une première fois, ça va durer 15 jours. Quand elle aura une deuxième fois, ça va durer 22 jours. L'autre gagne la troisième fois, là, pour moi, ça peut. Ensuite, là, pour gagner, là, pour mois et demi. J'ai déjà vu des cas où les gens peuvent rester pendant 3 mois avec des crises maniaques ou des crises dépressives. C'est déjà arrivé. Et des crises dépressives jusqu'à ce qu'on est obligé de mettre sérum de bail comme ça parce que la personne, rien ne marche. Est-ce pourquoi? Pour la prophylaxie, on utilise le lithium et ça donne de bons résultats. On utilise aussi des régulateurs de l'humeur, des médicaments comme le valproate de sodium, le dépakine, peut-être que tout le monde connaît, la carbamazépine, qui sont des antiépileptiques. Mais ces antiépileptiques-là, justement, depuis fort longtemps, une étude qui a été faite au Japon avait montré que les antiépileptiques donnent de bons résultats dans les cas de troubles bipolaires. Et est-ce pourquoi? Dans tous les pays, d'ailleurs, on utilise le valproate, on utilise la carbamazépine, et eux-mêmes, non seulement dans la prophylaxie, mais même aussi dans le traitement. Pendant que la personne est malade, on donne des antipsychotiques. On peut associer les antipsychotiques, par exemple, au valproate. Et ça donne, ou bien à la carbamazépine, et ça donne des résultats. Et ça donne de bons résultats. Le pronostic de cette pathologie est bon, comme je l'ai écrit là, si le traitement est bien suivi. Autrement dit, si la personne a un bon insight, si la personne a un bon insight, c'est-à-dire un bon jugement subjectif, la personne sait qu'elle est malade et accepte son traitement, mais le pronostic est bon. Prenons un exemple. Si quelqu'un souffre, faisons un parallèle. Si quelqu'un souffre, vous allez chez votre médecin, il vous dit que vous êtes hypertendu. On demande des examens de labo, on fait une chimie sanguine, il vous dit que vous êtes diabétique. Et il vous place sous traitement. On est d'accord que vous allez suivre votre traitement religieusement.
Mais surtout, parce que dans le cas contraire, si on ne suit pas le traitement, eh bien, on est condamné. Mais surtout comme psychiatrie, c'est pas aussi aisé et la chose n'est pas aussi évidente. Des fois, on pose le diagnostic, on dit à la personne, voilà tel traitement, voilà comment vous devriez faire. La personne, ou bien elle vous dit OK, ou bien elle vous dit qu'elle n'est pas malade. Surtout si quand elle est guérie, on parle de qui elle était fait là, il y a l'hôpital psychiatrique, côté est malade mental, il y a des psychiatres pour lui, etc., etc. Nous ne dit pas, surtout les maniaques, ils disent non, pas question qui a fait de psychiatre ça, il n'est pas malade, il n'est pas pour médicaments. Eh bien, c'est là le problème, et à ce moment, la personne aura tendance à faire des rechutes. Parce qu'elle a un mauvais insight, elle a un mauvais jugement subjectif, elle ne se sait pas malade, elle ne se croit pas malade, la fait à faire parler. Et depuis la fait à faire parler, et bien, la gagne résultat pour le guérir. Et c'est la médecine est ainsi. À partir du moment qu'on ne suit pas son traitement, eh bien, on n'aura pas de résultat. Donc, le pronostic est mauvais si l'insight est mauvais, c'est-à-dire si le jugement subjectif est mauvais. Les circonstances d'apparition de la pathologie, ça peut être brusque, sans raison aucune. Justement, il s'agit d'une psychose. Donc, il ne peut pas annoncer. Donc, est-ce pourquoi sont capables de suivre traitement pour empêcher que le vini, eh bien, plutôt au suivre traitement, de façon pour ne pas venir. Mais, étant donné qu'on est dans des phénomènes mentaux, ça, il se pourrait, même si on a suivi traitement, qu'un événement traumatisant capable de faire pathologie apparaître, ou bien réapparaître, ou bien apparaître une première fois quand monde, ou bien réapparaître. Bon, pour pays nous, pas besoin, par exemple, tellement d'un événement traumatisant qui est capable d'arriver au monde et qui fait que s'il était souffert de pathologie, ça que le regagne, et Dieu seul sait le nombre de cas que je reçois ces jours-ci, en pile c'est de cas, des gens qui reviennent, et des fois même sous traitement. Et c'est bien dommage, parce que le milieu ne s'y prête pas, et les traumatismes sont tellement forts, sont tellement grands. Moi, on a tiré mon devant eux, bien on a kidnappé, des choses comme ça. Donc, là, ça, il y a. Donc, même quelqu'un qui n'avait pas tendance à souffrir de pathologie mentale, à ce moment, on a la tendance. Donc, voir et pour quelqu'un qui était fragile psychologiquement. Donc, c'est pire. Conduite à tenir face à un maniaque et face à un dépressif. On avait dit tout à l'heure que le maniaque n'accepte pas de contradiction. Le maniaque a parlé en pile, quitter le parler. Pas essayer de raisonner, ça ne va pas marcher. Ça va alimenter ses délires, il va parler encore plus, il va être plus délirant et il va avoir tendance à l'agressivité. Parce qu'on est tellement contredit, tellement petit, donc le ça est capable d'être agressif. Non seulement agité, mais agressif. Donc, ne pas discuter avec lui d'un certain malade, il est dans son monde, il n'a pas à faire un tas de discussions avec quelqu'un qui est en crise maniaque. On est dans une maison avec quelqu'un qui souffre de cette pathologie, elle parle, quittez le parler, faites silence. Même si elle vous dit des choses désagréables, des choses dures, qui en principe, parce que le maniaque peut vous dire des choses qui normalement méritent réponse, il peut vous dire des choses qui sont vraies, vous concernant, des choses de votre passé, pas répondre. Essayez d'avoir la sagesse et le sang-froid de ne pas répondre. Laissez-le parler, laissez-le parler, laissez-le parler. Et parce que quand une personne parle beaucoup, parle, et finalement, on ne répond pas, même au monde normal, la fin pas camper. Bon, maniaque là, il ne pas camper, mais la fin pas les moins. Tout ça, Dieu pas occupé. Donc, on évite surtout les contradictions. Et on surveille à ne pas la traumatiser, pas mener dans le milieu quand on connaît des barils qui arrivent. S'il s'agit, si on vit dans une famille, on sait que la personne est fragile, il y a des choses qu'on évite à lui faire. Donc, on doit être souple avec cette personne de façon
surtout, à ne pas la traumatiser. Et dans les cas de dépression, bon, là, c'est différent. On peut lui parler, même si elle ne répond pas. On essaie de lui donner des mots d'encouragement. On a pu assurer de passer mes sous tête parce qu'elle-même, elle est couchée, elle a prié. On la surveille, ma médecin, parce que ce sont des gens qui ont tendance à avoir des idées de suicide ou, ou essayer de mettre des bagailles gays dans son milieu naturel, essayer d'égayer sa chambre ou bien l'atmosphère, l'endroit où il est, des blagues, c'est qu'il y a des amis qui viennent de comme ça, même si ça ne marche pas. Bon, si ça, j'ai des dépressions psychotiques, ça peut ne pas marcher. Mais ça peut toujours donner un petit plus. Mais c'est pas dire qu'il était là dans le coin, ah oui, je manger, je vais manger, commence à plaindre, comme ça. Non, il faut l'aider, lui avoir des mots gentils, des mots doux, parce que la personne, même enfermée de sa dépression, entend tout ce qu'on dit. Si on dit des choses mal, elle va entendre, elle va les Kembeo, et ça va faire beaucoup plus de tort à cette personne que de bien. OK. Cette pathologie, comme dans toute pathologie psychiatrique, comme on en avait parlé dans la schizophrénie, il y a des conséquences légales. Mais plus encore de cette pathologie que de la schizophrénie. Parce qu'il se trouve que quelqu'un qui souffre de bipolarité ou bien d'unipolarité, et surtout ceux qui souffrent d'hypomanie, pas de dysthymie, mais surtout ceux qui souffrent d'hypomanie. Donc, on sait que ce sont des gens mégalomanes. Ils peuvent poser des actions et on va prendre un exemple. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est mégalomane peut avoir un bien, peut avoir, disons, prenons un terrain valant, disons, 100 000 dollars. Mais il peut être votre ami. Et puis, c'est que vous êtes dans le besoin, bien, vous avez des lieux, vous avez besoin d'un terrain pour construire une maison. Et puis, ah, mais, vous êtes pour vendre. Et puis, dans la zone, les terrains se vendent à 100 000, 100 000, 90 000, des choses comme ça. Et puis, lui, il vous dit, il vous donne ça à 5 000, 4 000, 5 000, 6 000. Et puis, vous allez chez le notaire, vous signez. Eh bien, si les parents de cette personne peuvent prouver que c'est quelqu'un qui avait un passé psychiatrique, vous avez mal acheté. Vous avez mal acheté. Parce que c'est quelqu'un c'est un acte posé par quelqu'un qui était malade. Je prends ça comme exemple. Donc, je n'en ai pas besoin de prendre beaucoup. Ça, et avec les pénalités que ça encourt. Parce que vous avez mal acheté, vous avez perdu votre argent, etc. Bon. Prenons maintenant, ça c'est pour l'entourage. Prenons la personne elle-même qui souffre de crise maniaque, par exemple, possédant une carte de crédit. OK, avant de prendre cet exemple, je vais vous donner un fait, une patiente que je connaissais, que je connais, parce qu'elle est encore vivante, et elle est encore ma patiente. Elle, elle a été à un market, acheté aux États-Unis. Elle a acheté une caisse de champagne Veuve Clicquot. La caisse contient 12 bouteilles. On sait, un champagne Veuve Clicquot, on connaît le prix. Donc, on parle de 400, 500, 600 dollars la bouteille. Mais ce n'est pas un problème si quelqu'un a de l'argent et veut acheter une caisse de champagne. Mais s'il va y avoir une activité liée à la caisse de champagne, il va y avoir un anniversaire, un mariage, je ne sais pas, si c'est grandiose, OK. Mais il n'y avait rien du tout. Et la personne a acheté et est rentrée chez elle. C'est quelqu'un qui a dépensé de l'argent pour bien le mari. A dit, l'entrée avec quel champagne là, le cas là? Et puis, bill, mes auteurs sous crédit card. Là, donc il y a des pénalités. Ou bien, la personne achète sans compter sur la carte de crédit en faisant des dettes
et puis, bon, qu'elle n'arrive pas à payer, et puis il y a chaque mois des choses qui arrivent, donc là, les pénalités arrivent, donc ce sont les conséquences légales, et il y en a un tas d'autres conséquences légales au niveau sexuel, les maniaques, hommes ou femmes qui posent des actes sexuels avec d'autres personnes, et puis, et si par hasard il arrive que la personne tombe enceinte, bon, ça peut créer un tas de problèmes, et que la personne était malade, ce sont des choses qui arrivent. Donc, il y a un tas de conséquences légales liées à cette pathologie. Les exemples abondent. Donc, en résumé, nous pouvons dire que cette pathologie est une pathologie plutôt génétique, sauf dans de rares cas où la cause peut ne pas l'être. Dans des cas qu'on avait parlé tout à l'heure, par exemple, quelqu'un qui a une hyperthyroïdie, quelqu'un qui a une intoxication médicamenteuse, certains médicaments, par exemple, des cortisones, des choses comme ça. Les deux rares cas. Mais en général, la pathologie est plutôt génétique. Je n'ai pas dit héréditaire, non, j'ai dit de préférence génétique. Bon, exubérance et extravagance, en général, et mégalomanie pour les maniaques, et puis effondrement de l'humeur pour les dépressifs. Et en conclusion, on peut dire de cette pathologie que c'est une psychose chronique, parce que quand on a cette pathologie, on l'a pratiquement pour toute la vie. Donc c'est une pathologie chronique, on ne pourra pas s'en défaire. C'est pas une pathologie qu'on a et puis on prend un médicament, et on est traité, on va voir son médecin, on est interné et puis après c'est fini, non? On l'a toute sa vie, c'est comme quand on a une pathologie comme, c'est pas une quand on devient hypertensif ou bien on a un diabète, je ne sais pas, pathologie dégénérative et chronique. Toute pathologie chronique de préférence. Donc, c'est une psychose chronique qui n'est pas dégénérative, comme je l'ai écrit là, si le traitement est bien suivi. Mais le contraire est aussi vrai, si le traitement n'est pas bien suivi, mais ça dégénère. Et la personne va finir sa vie, finalement, dans un milieu psychiatrique, dans un asile psychiatrique. Ce qu'on veut dire en conclusion, c'est un individu qui est fonctionnel en dehors des crises. Ce que je veux dire par là, les gens qui souffrent de psychose maniaco-dépressive, ou bien la forme bipolaire, ou bien les formes unipolaires, ou bien n'importe quelle forme, ce sont des gens normaux en dehors des crises. Ils peuvent exercer n'importe quelle profession. Ils peuvent être médecins, avocats, professeurs, président de la République, général d'armée, n'importe quelle profession. Et c'est peut-être là un des dangers de cette pathologie si la personne en souffre et ne suit pas son traitement. Si elle suit son traitement, il n'y a pas de problème. Mais quelqu'un, par exemple, qui a de grandes responsabilités, directeur d'entreprise, chef d'entreprise, président, c'est pas ministre, n'importe quoi, et qui ou bien souffre de psychose maniaque, ou bien de psychose dépressive, ou bien les deux. Et c'est quand la personne est malade, on fait un traitement là, rapide, et puis après, la personne très bien retourne. Si la personne ne suit pas son traitement, ça représente pratiquement une véritable bombe à retardement, un véritable danger. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup. S'il y a des questions, eh bien, on est prêt à répondre aux questions. On va passer à la phase des débats actuellement. Je vais passer la parole au docteur Eunice Derivoire, qui va assurer la modération. Et je demande à Jérémy David, s'il vous plaît, d'activer le micro du docteur Derivoire. Merci Jérémy, merci docteur François pour cette excellente présentation. Nous invitons les participants à poser leurs questions sur le chat et s'il y en a qui veulent intervenir de vive voix, ils n'ont qu'à lever la main, on va leur permettre d'ouvrir leur micro. Mais on a déjà une première question de l'ingénieur Domersan qui remercie de la présentation
et qui dit, en référence à l'exemple que vous avez proposé concernant la vente de terrain pour une faible somme, quelle est la référence légale pour faire annuler la vente? Docteur François. Merci, docteur Domersan, pour la question. Je vous remercie. Je ne sais pas s'il y a une référence légale, mais il m'arrive assez souvent, il m'arrive de donner des certificats de santé pour des patients que j'ai vus, pour une raison ou une autre. Ou bien un terrain qu'on va vendre, ou bien un terrain... En général, il m'arrive... Est-ce pourquoi quand quelqu'un... Si la personne... Bon, même si son terrain lui appartenait, mais si la personne a des parents, et les parents sachent que la personne présente un trouble maniaque, par exemple, et que là, j'avais donné l'exemple, par exemple, du montant que la personne a demandé. Donc, on n'a qu'à se présenter, je ne sais pas, chez le notaire ou bien chez un avocat, on va rester l'autre personne en justice pour prouver que la vente n'était pas correcte, qu'il y a que le prix demandé ne faut pas. Et puis, on va voir que le prix n'est pas le prix, parce que toute chose a un prix. On va voir que le prix n'est pas normal, que c'est anormal. Bon, je ne sais pas si j'ai répondu à la question, mais c'est comme ça que je le comprends. Il y a docteur Marie-Ange Jean-Fils qui a dit qu'il y a les mesures de protection en France utilisables en Haïti. Docteur Jean-Fils, je ne sais pas si vous voulez intervenir directement pour plus de précision ou... Docteur Jean-Fils? Jérémy, tu peux ouvrir le micro du docteur Marie-Ange Jean-Fils? Elle veut intervenir. Docteur Jean-Fils? Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir, docteur Derivoire. Bonsoir, docteur François. Et bonsoir tout le monde. Et bon, je vous en remercie. Vous allez dire quelque chose? Allez-y. Oui. Donc, je voulais vous remercier, docteur François, pour la présentation. C'était assez intéressant. Merci. Et donc, du coup, je voulais ajouter deux choses. Puisque vous avez parlé de la sismothérapie, c'était juste un petit rappel pour dire que il y a le TMS, la neurostimulation transcrânienne, qu'on utilise là maintenant à l'étranger pour les patients qui sont résistants au traitement, aux antipsychotiques, allons dire aux psychotropes et antidépresseurs, antipsychotiques. Et puis, il y a, comme vous avez parlé tout à l'heure, il y a des gens qui peuvent manifester, par exemple, dans le cas d'une cyclothymie ou dysthymie pendant 1 année, 2 ans, 3 ans environ. Et si on vient de rencontrer cette personne, on peut penser que ça a toujours été sa personnalité, alors que ce n'est pas vrai. C'est parce que la personne est en crise. Parce que ça est arrivé que il y avait un homme qui avait rencontré une femme, comme vous parliez de la manie, et depuis 3 mois, ils se sont rencontrés, ils ont été vivre ensemble, et après un certain temps, le monsieur a été arrêté parce que le mari de la femme jugeait qu'il était un kidnappeur, alors que monsieur a dit mais madame ni la vive n'a qu'à madame ni, alors que la dame était maniaque, elle était en crise, et puis Jean se dit que ce sexuel là rencontrer et puis il a vécu dans le cas jusqu'à ce que malheureusement monsieur a l'arrêter parce qu'il pensait que c'est kidnappé dame. Donc par rapport à tout ça, il y a les mesures de protection, ce qu'on appelle les tutelles, curatelles, sauvegarde de justice, et qu'on peut utiliser si moun nan li en crise. Même si en France actuellement yo autorisé moun nan, par exemple, si vous mettez lui sous tutelle, li still gen droit pour le vendre, et yo analyser yo niveau de stabilité moun nan, tout ça, pour yo si effectivement et que y a autorisé action que li pose légalement, là nous dit action que li pose légalement, là nous a parlé de vendre yon terre, mais li doit pas vendre tel, il doit décider par exemple à le marier avec un monde li céder un monde bien. Donc yo évaluer sa journée, je dis yo autorisé même étant sous tutelle, mais
Moun ça, qui ça que capable faire ou que doit mettre l'histoire, sous sauvegarde de justice, si moun en crise, li pa gen un minimum de lucidité, et là, n'importe quel médecin capable demander, yon avocat, yon juge, ou bien commissaire de gouvernement pour nous-mêmes en Haïti, mettez moun nan sous lit pour sauvegarde de justice, ça c'est un moyen qui est rapide et urgent, pour qu'il rappelle moun nan un minimum de lucidité, un minimum de stabilité, et puis, mais il coopère, mais il pas totalement fonctionnel, et là, on mettez sous curatelle, et tutelle là, donc mon nom, il totalement dysfonctionnel, et là, on mettait sous tutelle là. À ce moment-là, si mon nom te dépend de l'âge, si c'est, on dit, si sont adultes, non, 35-40 ans, si parents vivant toujours, yo bay parents ça doit, c'est comme ils sont petits moun. Et si mon est plus âgé, 40 ans, 50 ans, 60 ans, à ce moment-là, son enfant qui est dans les 30-35 ans, en tout cas, fin gen droit, c'est lui-même qui gagne droit de décision. Donc, en gros, c'est ça. Et pour nous-mêmes en Haïti, ce qu'on fait parfois, donc, moun ça, par exemple, pour nous-mêmes en Haïti, au moins, nous faire une évaluation. Pas en Haïti seulement, mais pour que les médecins connaissent ça, et certaines fois, avocats, ils comprennent, il y a des débarqués dans la clinique psychiatrique, et puis, faut qu'on ait une attestation. Non. Au moins, la personne doit être suivie pendant 6 mois, et puis, pour que, ouais, état mental, un changement, et puis pour capable dire, bon, cette personne-là n'est pas apte à prendre certaines décisions, et puis voilà. Donc, ou pas qu'on ait décidé pendant 1 mois, 2 mois seulement, c'est peut-être ça n'a pas que même attestation, à savoir pour, certificat de bonne vie et merci, yo bail pour autour de 3 mois, maximum 6 mois. C'est parce que yo juge que mentalement pendant 6 mois, vous capable de dire, bon, ça, bon, voilà, cette personne est stable, est instable, l'habitant fait une fluctuation. D'accord? Donc, en gros, c'est mon intervention. Merci, docteur Jean-Fils, pour cette belle intervention. On a plusieurs autres questions sur le chat. Je ne sais pas si docteur François allait rebondir, mais je vais quand même avancer avec les questions. Il y a Clément Jude-Scholl qui demande quel rapport entre la pathologie maniaco-dépressive et le fameux burn-out qui fait tant de ravages, docteur François. En fait, il n'y a pas vraiment de rapport. C'est 2 pathologies différentes. OK? Donc, pour la psychose maniaco-dépressive, pour les troubles bipolaires, comme le docteur François l'a si bien présenté, c'est quelque chose de majoritairement héréditaire ou génétique. OK? Et là, la seule connexion qu'il peut y avoir, la personne peut avoir un trait génétique et la personne ne sait pas. Et si la personne a été avec ce débordement d'énergie et que la personne a été dans un boulot, travaillé, la personne est hypomaniaque sans le savoir, on peut voir le revers, par exemple, des cas dépressifs. Mais le burn-out, majoritairement, c'est, allons dire, c'est un excès de fatigue. La personne, c'est un épuisement psychologique, le burn-out, alors que la psychose maniaco-dépressive, comme le docteur l'a expliqué, c'est un trouble de l'humeur. C'est notre humeur, c'est notre état émotionnel qui est le problème. Soit ça peut être exalté dans le cas de la manie et ça peut être vraiment down dans le cas de la dépression. C'est ça. Pas vraiment de pathologie connexe. Non, c'est différent. OK. Merci, docteur Jean-Fils. Je ne sais pas si on peut continuer à abuser de votre disponibilité en attendant que le docteur François revienne. Avec plaisir, ça ne me dérange pas. Vous avez toujours que parler de la psychiatrie, c'est un plaisir. Très bien, merci. Donc, il y a docteur André Menvilleton qui dit merci à tous pour cette présentation intéressante. Ma question, je voudrais savoir quel pourcentage de patients avec psychose bipolaire qui ont un insight. Surtout pour les patients maniaques, ils sont beaucoup. Mais vous savez que nous, on a un petit problème en Haïti, c'est le problème de chiffres. Donc, on ne peut pas parler avec des chiffres en Haïti parce que là, il faudrait vraiment commencer à faire des investigations. Mais selon ce qu'on a rencontré en clinique, il y en a, à moins que la personne est en accès maniaque. Quand on parle d'accès maniaque, c'est la personne qui est en crise. On ne dit pas crise maniaque. Assez souvent pour nous, on dit accès maniaque ou accès dépressif durant la période de crise.
Et beaucoup de personnes qui ont un accès maniaque et même une manie délirante, ces personnes-là peuvent avoir un insight négatif ou down, mais beaucoup d'entre eux ont un insight positif. Mais le problème qui se pose assez souvent, c'est la mégalomanie. Donc, la personne se croit tellement supérieure, la personne se sent tellement bien dans cet état et la personne n'est pas trop coopérante. Mais pour la personne qui est dépressive, dans le bipolaire, la personne comprend que quelque chose ne va pas. Bon, pendant qu'elle revient, je lis là un commentaire de Maître Geneviève Blaise. Merci, Maître Blaise, d'être là. Et je pense qu'elle fait référence à la question légale qui a été posée par l'ingénieur Domersan. Elle a dit référence rapide, article 903 et suivant, 916 et suivant du Code civil haïtien, qui répond à cette préoccupation, M. Domersan. Elle dit que l'incapacité est constituée lorsque la capacité juridique des personnes physiques est limitée du fait de leur âge, de leur état physique ou mental ou de leur situation. Les personnes frappées de cette incapacité. J'ai entendu l'intervention de Maître Blaise. C'est le plus gros problème qu'on a en Haïti, c'est qu'on doit faire une mise à jour par rapport au temps des actes, ou du moins des articles légaux ou bien des documents légaux qu'on a actuellement en Haïti. OK? Parce que là, ce qu'il a dit, il y a toute une latitude dans la décision que le juge ou l'avocat doit prendre. OK? Donc, ce qu'il a dit, c'est exactement ça, mais le texte, cette personne-là qui est en état et qui est en état maniaque, cette personne-là, on ne peut pas dire que cette personne-là est physiquement invalidante. OK? Physiquement, cette personne est OK. C'est juste que mentalement, la personne n'est pas OK. Et même mentalement, la personne est fonctionnelle, comme le docteur François l'a dit. La personne peut occuper un poste, peu importe le poste, mais la seule chose dans ses décisions, dans ses façons de réagir, dans ses actions, il y aura un décalage par rapport à la personne, par rapport au statut de la personne, par rapport à la situation sociale de la personne. Et c'est à ce moment-là qu'on va se questionner, hey, mais est-ce que la personne-là est OK? Est-ce que cette personne-là est stable? Donc, c'est pour ça que je vous dis que ce qu'il a dit, c'est exactement ça. Mais même là encore, on doit voir comment est la personne mentalement. Et on ne peut pas dire que cette personne-là, on peut oser dire, par exemple, que cette personne a un handicap et psychique, mais cette personne n'a pas d'handicap physique, cette personne n'a pas d'handicap intellectuel. OK? Donc, c'est pas toute la latitude. OK, la question est, est-ce que les actes des maniaques ou dépressifs ne sont pas punissables juridiquement? Certains des cas, des maniaques dépressifs sont punissables. Surtout les maniaques. Okay. Certains, mais pas tous les cas. Certains, d'accord. Et puis il y a Roselyne Simon qui dit merci pour la présentation et qui demande, est-ce que vous ne pensez pas que le changement climatique a un impact sur l'apparition de ces troubles? De certains pays, on a démontré dans les pays à saison bien caractéristiques, comme le Canada, les États-Unis, les pays tempérés. Où l'hiver est bien marqué, l'été est bien marqué. On remarque que les bipolaires sont dépressifs en hiver avec tendance au printemps et en été qu'ils deviennent maniaques. Ah, OK. Alors que chez nous, étant donné qu'on n'a pas de saison, donc on n'a pas de raison. On ne peut rien dire concernant, mais dans les pays où les saisons sont bien spécifiques, c'est comme ça. Très bien. Merci, Dr. François. Il y a Dr. Fanfan Ipelang qui demande comment on peut expliquer la tranche d'âge plus marquée 25-35 ans pour la psychose maniaco-dépressive. Je n'ai pas bien entendu la question. La question est comment peut-on expliquer la tranche d'âge plus marquée? Alors, l'incidence plus marquée dans la tranche d'âge 25-35 ans. Ça, ce sont les statistiques. OK. Ce sont les statistiques qui l'ont prouvé, c'est-à-dire les statistiques ont prouvé que les gens de cette tranche d'âge sont plus nombreux à être malades que dans les autres classes. C'est pareil pour la schizophrénie.
Ce sont les adolescents et les adultes jeunes qui tombent malades. Ok. Voilà. Docteur, il y a docteur Emmanuel Jean-Baptiste qui dit merci pour la présentation. Là, sa question est, en dépit de la génétique et du stress, n'y aurait-il pas d'autres facteurs de risque pouvant entraîner cet état? Oui, il y a d'autres facteurs de risque. Certaines tumeurs cérébrales, certains médicaments qu'on prend, quand on est sous corticoïdes pendant très longtemps, des gens qui sont, comme j'ai dit, j'ai parlé d'hyperthyroïdie. Oui, certaines pathologies peuvent entraîner cette pathologie. Alors, dans ce sens-là, docteur François, est-ce que, par exemple, on a affaire à une hyperthyroïdie, est-ce que le traitement de l'hyperthyroïdie peut amener l'éradication du trouble? Éradication, mais en tout cas, la personne se sent vraiment très bien quand elle est traitée, quand l'hyperthyroïdie est traitée. J'en connais des cas. OK. Oui. Il y a des images qui voudraient savoir, mais je pense que vous l'avez déjà dit, la différence qui existe entre bipolaire et psychose maniaco-dépressive. C'est la même chose. C'est la même chose, c'est ça. C'est la même chose. Le trouble bipolaire, c'est à partir du terme anglais, peut-être qu'on appelle la pathologie bipolar disorder. Donc, on a fait la traduction française en trouble bipolaire, mais quand on dit psychose maniaco-dépressive, on parle du trouble bipolaire. Bon, là, il est 8 heures, c'est vrai, peut-être comme il n'y a pas d'autres questions. Mais moi, j'aurais une question, docteur François. Et puisque vous avez parlé de prophylaxie pour prévenir les rechutes et les récidives en employant les sels de lithium et autres, mais puisque c'est une maladie, on voit qu'il y a une faute, un facteur génétique très important. Est-ce qu'il y a une prophylaxie à faire sur la descendance pour les empêcher de développer le trouble? Non, écoutez, docteur Derivois, on peut avoir, je vais faire un parallèle avec. On peut sortir d'une famille, par exemple, obèse, et puis on se met à faire du sport dès son jeune âge, même si on a la prédisposition à être obèse, on ne le devient pas. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Oui, ça veut dire que c'est important de le savoir pour prendre certaines mesures. Oui, parce que justement, si on sait qu'on sort d'une famille de manique dépressive, on peut toujours voir son psychiatre si on a des. Parce que si on connaît certains symptômes, on voit le plus souvent, ce sont des troubles du sommeil qui apparaissent. On voit qu'on commence à avoir des petits problèmes de sommeil. Et bien, on voit son psychiatre. Bon, ce n'est pas notre fort en Haïti. Mais certains pays, les gens se font, hein, après 3-4 minutes d'insomnie, ils vont voir leur psychiatre ou leur psychologue pour savoir ce qui arrive. Merci. Mais l'ingénieur Domersan a réagi encore pour l'aspect climatique. Il dit qu'il est prouvé dans la région des Caraïbes que le changement climatique a des impacts sur les maladies physiques comme mentales, référence Columbia University, etc. Oui, c'est dans l'autre des choses possibles. Et docteur François, est-ce que le maniaco-dépressif, dans sa phase maniaque, est-ce qu'il peut devenir violent envers les proches, physiquement? Est-ce que ça peut arriver? Et si on le contrarie, il peut devenir extrêmement violent. Briser des choses dans la maison, plonger son monde, il est capable de faire ça. Ok. Est-ce pourquoi j'ai dit, on ne doit pas le contrarier, on ne doit pas interagir avec lui, quitter le parler, pas occuper le. Ok. Il peut le devenir. Il peut le devenir. Alors, une autre question qui viendrait, étant donné, vous avez dit tout à l'heure qu'il y en a qui ne se reconnaissent pas malades et qui ne veulent pas chercher des soins. Alors, la question, est-ce que si quelqu'un est dans une phase maniaque ou il dérange, il ne veut pas aller à l'hôpital, est-ce que c'est aux proches de le forcer, de l'amener de force à l'hôpital? Et puis, quand est-ce qu'il faut hospitaliser? De force. Comme pour les pathologies psychiatriques,
d'agitation et d'agressivité. En général, on amène les patients avec les mains et pieds libres. Et si c'est de certains pays, ce sont les ambulances. En Haïti, ce ne serait pas les ambulances. Aux États-Unis, on appelle l'ambulance et la police. Les deux sont là, on accompagne le patient. De force. Pour sa sécurité et la sécurité de son entourage. Merci. Donc, Brunel, je ne sais pas, il n'y a pas d'autres questions. Est-ce que on y est fait? On dirait qu'il y a un nouveau message, je vais regarder rapidement. Comme de toute façon, on est dans l'heure. Oui, et Marcelin demande, est-ce que le respect strict des dogmes religieux orthodoxes où les jeunes femmes devraient se marier avec un référent du leadership religieux n'augmente pas la prévalence des cas de psychose maniaco-dépressive? Si la personne avait la prédisposition à avoir la pathologie. Ok, c'est ça. Mais moi, je n'aime jamais associer la religion, le mysticisme à la science. Ok. Voilà. Cette association ne peut pas être inappropriée. Oui. Bon, là, eh bien, on arrive à la fin, là, Brunel, il est 8 heures. Bon, c'est vrai que je ne peux pas la redire. Normalement, je suis censé faire une petite synthèse, juste rappeler les grandes lignes de ce que j'ai eu le temps d'entendre. Donc, ce trouble bipolaire qu'est la psychose maniaco-dépressive, docteur François a parlé de cette phase maniaque. Il y a une phase maniaque où il y a une hypertrophie de l'humeur avec les différents symptômes de mégalomanie, logorrhée, etc. Donc, 3 de ces symptômes pendant une semaine sont nécessaires pour poser le diagnostic, mais à retenir dans ce lot-là des activités qui peuvent être dommageables, dangereuses tant pour l'individu que pour ses proches. Et puis, à l'opposé, il y a le pôle dépressif avec des symptômes, bon, d'effondrement de l'humeur, où il faut 5 de ces symptômes-là pour parler de cet accès dépressif. Et il faut souligner que dans ce cadre-là, il y a la tendance au suicide. Ensuite, il a parlé de l'épisode hypomaniaque, dont les symptômes ressemblent aux symptômes de la manie, du pôle maniaque, mais un peu plus atténué, et il en faut 3 pendant au moins 4 jours pour le diagnostic. Il a parlé de 4 principales formes cliniques, cyclotimiques avec alternance et pôle dépressif et maniaque. Il y a la forme mixte où il y a un chevauchement des deux, et puis il y a une unipolaire maniaque et une unipolaire dépressif. Et il a bien rappelé qu'il faut faire la différence avec la dépression ordinaire. Dans l'unipolaire dépressif, c'est une dépression endogène. Il a aussi parlé, enfin, les cas atteignent surtout les adultes dans la tranche d'âge 25-35 ans, mais il a parlé aussi des troubles dysthymiques qu'on peut trouver chez les enfants et les adolescents. Puis on a vu que c'est un trouble assez fréquent, parce que puisque ça fait 0,5 à 1% de la population, c'est quand même assez important. Toutes les races sont concernées et il n'y a pas de distinction de sexe ni de conditions socio-économiques. Il a parlé, et bon, il n'y a pas vraiment de cause déclenchante, mais les circonstances d'apparition, ça peut être une apparition brusque, et puis les événements traumatisants peuvent être déclencheurs. Et puis on a noté surtout cette forte tendance génétique, ok, avec 20% de descendants directs qui peuvent être atteints et 50 à 100% des jumeaux monozygotiques. Et pour le point de vue biologique, il y a des anomalies des monoamines, notamment la sérotonine, ou bien un excès de dopamine, l'hypersécrétion de cortisol, des anomalies thyroïdiennes qui peuvent être responsables. Le diagnostic différentiel qui est à faire avec les troubles schizoaffectifs, la dépression réactionnelle, les psychoses puerpérales. Le traitement fait appel aux antipsychotiques, aux inducteurs du sommeil, aux antidépresseurs, à la sismothérapie, l'électrochoc et à la psychothérapie. En termes de prophylaxie pour éviter rechute et récidive, c'est les sels de lithium et les régulateurs de l'humeur. Le pronostic est bon et avec un traitement bien suivi, mais mauvais si c'est un mauvais jugement du patient. Et il a rappelé que la conduite à tenir devant un maniaque, il ne faut surtout pas le contredire pour ne pas le porter à être violent. En face d'un dépressif, il faut être persuasif et encourageant.
Et puis, il a mis l'accent sur les conséquences légales, très important en cas de transaction, etc., surtout chez les hypomaniaques. Finalement, c'est une psychose chronique non dégénérative. L'individu est fonctionnel en dehors des crises. Docteur François, je vais vous donner le dernier mot. Mais ce que j'aimerais dire, avant de vous passer le micro, par rapport à ce qui a été annoncé dans l'invitation, ce crash de l'Airbus avec cet individu qui était apparemment normal, ce pilote, et puis on a laissé piloter, il a eu probablement une de ces crises maniaques, et puis on a eu cet accident. Maintenant, comment prévoir ce genre de situation catastrophique qui met en péril la vie de plusieurs personnes? Voilà ce que je peux dire en termes de synthèse, que je termine sur cette question pour vous. Et docteur, avant de vous passer la parole, je lis le dernier commentaire du docteur Jean-Fils qui dit que le Lancet a fait des recherches depuis 2015 sur l'impact du réchauffement climatique sur les troubles, tels que les troubles anxieux, etc., qui y aurait une hausse. Bon, voilà. Docteur François, je te redonne la parole pour répondre à ma dernière question sur le cas de l'Airbus. Et ensuite, docteur Delaunay prendra la parole pour mettre fin à la séance. Merci. Un tel désastre, sauf ceux qui le côtoient et qui voient. Et parce que le pilote n'est pas seul. Il est avec des copilotes, un ou des copilotes. Et sans compter d'autres membres de l'équipage. Donc c'est à eux. C'est vraiment que le pilote. Parce que là, c'est quelqu'un probablement qui était dépressif. Donc, c'est eux-mêmes qui connaissent la personne, qui aurait dû alerter la personne. Je ne sais pas, il a compris. C'est peut-être avec le pilote qui le connaissait déjà. Et quand on connaît quelqu'un et que la personne a un problème, que ce soit un problème maniaque ou un problème dépressif, on s'en rend compte. Parce qu'il est à l'humeur normale, mais il est à l'humeur effondrée, à l'humeur exubérante. Donc, c'est une façon. Est-ce que c'est quelqu'un qui avait bien caché son comportement et que personne n'a rien pu venir? Merci. Merci, docteur François, pour cette explication. Un dernier exemple. Quand on prend un dirigeant comme Hitler, on ne dit pas qu'il était maniaque, mais on voit que tout son comportement reflétait un accent maniaque, la mégalomanie, la façon de faire cette histoire, y compris d'autres personnes qui n'ont rien, que Benz, etc. Mais il a dirigé l'Allemagne pendant au moins 15 ans. Hein. Oui, de 1931 jusqu'en 1945 à sa mort. Donc, il est difficile de voir venir ou bien pour des principes ou bien pour maniaque. Ce sont les gens qui constatent. On peut avoir des dirigeants qui sont mégalomanes aussi, qui sont maniaques. On est là, on suit, mais on n'y peut rien. Peut-être qu'on en a eu déjà. On ne sait pas, mais on n'y peut rien. Peut-être une évaluation psychologique, psychiatrique avant d'embaucher des gens dans ces postes de responsabilité. Oui, c'est vrai. Psychiatrique et psychologique, les deux. C'est ça. Les tests psychologiques que les psychologues peuvent faire passer, j'ai des questions bien précises que les psychiatres savent comment les poser pour prendre note pour savoir, à partir de la réponse, si la personne est censée ou non. Si la personne est censée ou non. Merci beaucoup, docteur François. Docteur Delaunay, pour le mot de la fin et les remerciements. Merci, docteur Derivoire. Docteur François, alors je voudrais quand même ajouter un petit mot à propos de l'histoire de ce pilote. De docteur Derivoire a parlé, docteur François aussi a commenté.
Le diagnostic de sa dépression a été établi, peut-être avec plus ou moins de confirmation, après sa mort, quand on a voulu s'expliquer pourquoi ce suicide. Alors, on a trouvé dans son journal intime, qu'il avait 3 mois auparavant, qu'il avait pensé à se suicide, qu'il avait décidé qu'il pensait à se suicider 3 mois auparavant. Mais tout ceci était resté caché. On n'a pas, à son travail, on n'a pas pu se rendre compte qu'il avait ce problème. Donc, mais la catastrophe s'est produite quand même. Maintenant, j'aimerais, si vous voulez bien, lire le mot que nous a envoyé notre confrère, je ne sais pas si je vais le trouver, du mot que dont nous avons été, comment je dirais ça, oui, le mot que nous a envoyé le confrère docteur Franz Bijou. Il nous dit que les conséquences négatives ou néfastes peuvent non seulement affecter l'individu et son entourage immédiat, mais aussi tout un pays, tout un hémisphère et même le monde entier. Par exemple, Adolf Hitler, pour ne citer que lui, comme il est décédé, qui a provoqué à lui seul, alors, qui a déclenché une guerre mondiale. Donc, je pense que c'est un exemple assez éloquent. Il présente aussi ses compliments pour le choix du sujet et des compliments au docteur Frédéric François pour la présentation. Il pense que c'est un vrai challenge. Donc, c'était les mots du docteur Franz Bijou que je voulais partager avec vous. Donc là, je suis vraiment heureux que nous ayons pu passer ensemble cette soirée et que le message ait été bien transmis et bien capté aussi sur ce sujet assez lourd de la psychose maniaco-dépressive. Nous remercions très chaudement, très vivement et très cordialement le conférencier Dr Frédéric François, et nous remercions aussi notre modératrice Dr Eunice Desrivoire-Mérisier, Dr Frédéric Desjean, malheureusement qui peut-être n'est pas là avec nous, mais qui a participé à la préparation de cette conférence. Nous remercions M. David Jérémy Delaunay qui nous aide toujours et qui est notre ressource logistique et technique. Et nous avons vraiment des sentiments très cordiaux et vis-à-vis de notre public, particulièrement toute cette assistance qui nous a accompagnés jusqu'à cette minute, malgré les circonstances difficiles qui sévissent dans le milieu, malgré les difficultés de connexion. Nous nous excusons aussi à cause des problèmes de signal à partir de nos sources, de nos serveurs. Donc, de toute façon, on se donne la main et on avancera. Merci d'avoir été avec nous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Chers amis, chers invités, chers collègues, chers consoeurs, chers confrères, à vous, je souhaite une très bonne soirée et je vous dis aussi que je vous attends à la fin du mois au 4e mercredi du mois prochain, du mois de mai, pour une autre conférence qui sera très intéressante et sur l'hépatite B chez les tout-petits, et elle sera présentée par 2 éminentes compétences de la pédiatrie. Je ne cite pas maintenant les noms,
je laisse ça surprise pour vous au jour de la conférence. Je pense que ce sera très probablement le 22 mai ou bien le 29. Je n'ai pas la date exactement en tête maintenant. Donc, je vous attends bientôt pour la 48e conférence du FMC à la fin du mois de mai. Merci, bonne soirée et à bientôt. Merci, bonne soirée.